Alors, Monsieur Raphaël Goebbels, vous êtes inspecteur à la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes aujourd'hui de notre ressort provincial, si j'ai bien compris. Alors, vous allez opérer une lecture réflexive du cadre politique dans lequel nous sommes désormais invités à agir en matière de culture. Alors, plusieurs décrets, il est inutile de le rappeler, ont été pris récemment dans le champ culturel. Et ils ambitionnent de faire évoluer les pratiques, si ce n'est de transformer les métiers de la culture, centres culturels, bibliothèques, centres de jeunes, maisons de jeunes, point culture. Je vous laisse le soin de dresser la liste des textes que vous allez pouvoir comparer. À ce propos, on peut se demander en effet si nous avons assisté récemment de la sorte à un prurit de réformes accumulées et juxtaposées, ou bien si nous avons affaire, au contraire, à des textes qui répondent à une même orientation. Si c'est le cas, cette orientation vous paraît-elle précise, vous paraît-elle suffisamment discriminante? Et une autre question est celle-ci, ces textes prennent-ils tous et chacun des dispositions semblables, en l'occurrence en incitant, en imposant peut-être une coopération? Alors dans cette logique, nous nous situons avec cette question de sens dans le droit fil de Montesquieu, qui affirmait dans sa préface ceci, belle citation: « Les lois ont des rapports entre elles, elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. J'examinerai tous ces rapports, ils forment tous ensemble ce qu'on appelle l'esprit des lois. » Alors, quel est l'esprit des lois en matière de culture ? Le but de ce petit exposé, Jean, c'est bel et bien de regarder, sans aller trop en profondeur et sans être trop précis, je citerai la loi, je donnerai via le PowerPoint des références d'articles, mais donc de rester en surface, sur les liens, les possibles et les obligations, on va y venir, de partenariat entre opérateurs qui ont des législations différentes, mais qui se ressemblent, vous allez le voir, assez fort, et donc de favoriser un abord positif des opérateurs culturels les uns par les autres via une compréhension augmentée et réciproque de vos dispositifs législatifs. Je ne sais pas si... Oui, c'est vrai qu'il est écrit CFWB sur mon front aujourd'hui. Je n'ai pas plus d'informations que depuis la semaine passée sur les débats qui ont lieu entre le cabinet et l'administration. On va se centrer sur l'esprit de la loi aujourd'hui. On parlera de son financement d'autres fois ou au moment des pauses si vous voulez, mais aussi par respect pour ceux qui ont préparé cette journée et son contenu qui est censé être sur le travail, les décrets en tant que tels. Je propose qu'on sorte ce sujet-là, en tout cas si vous êtes d'accord, des débats que nous aurons pendant la journée. Je reste disponible dans tous les autres moments pour ce faire. Alors, tout d'abord, vos législations, chers opérateurs culturels, ont toutes un socle commun, à savoir tout d'abord les droits de l'homme. Dans la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 27 que vous connaissez tous, parce qu'il a donné son nom à un programme d'accès à la culture pour tous. Je le cite, « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » Cet article 27 est donc décliné au sein des droits culturels, numéro 2 de ce socle, référence sur laquelle le législateur s'appuie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les droits culturels font partie des droits de l'homme, dont les individus et les populations sont titulaires, dont les pouvoirs publics sont les débiteurs primaires, et dont vous, opérateurs subventionnés, êtes les débiteurs secondaires. En l'occurrence ici, les pouvoirs confient le débit en question aux opérateurs. Ces droits culturels constituent le socle commun aux différentes législations culturelles, qu'on soit centre d'expression et de créativité, centre culturel, qu'on œuvre à la lecture publique, qu'on soit centre de jeunes, qu'on soit organisation de jeunesse, qu'on travaille en éducation permanente, en musée, en art de la scène, qu'on travaille sur des infrastructures, etc. Et ils constituent donc un dénominateur commun pour les différents opérateurs que vous êtes. Ceci participe à un élargissement, surtout dans les législations plus récentes dont Jean a parlé, ces dernières années, de l'horizon d'action des opérateurs. Ceux qui ont vu leur législation évoluer, donc je pense aux centres d'expression et de créativité, aux bibliothèques, aux centres culturels ces dernières années, s'en rendent bien compte. Et il induit de plus en plus un principe de décloisonnement entre les secteurs et les matières.
Le législateur, dans ces fameux décrets récents, missionne les opérateurs pour augmenter l'effectivité, les conditions de l'exercice des droits culturels des populations. Et cette tendance risque évidemment de marquer l'évolution législative des prochains décrets qui seront évalués et qui évolueront alors éventuellement retravaillés. On pense par exemple au décret centre de jeunes qui risque de... Enfin, on sent qu'il va tout doucement être sans doute évalué. Troisième morceau de votre socle commun, c'est l'éducation permanente ou populaire. On assiste de plus en plus au retour de cette notion d'éducation populaire qui est moins équivoque, qui parle moins de la formation d'adultes tout au long de la vie, mais qui parle plus évidemment des publics visés. L'éducation populaire comme morceau de votre socle commun est à comprendre comme à la fois une finalité, mais aussi une méthodologie qui constitue à ce moment-là une manière de travailler, mais aussi un horizon. J'y reviendrai un peu plus tard, plus longuement après. Je vous cite, parce que je trouve que c'est court, sobre et parlant, la définition de l'éducation permanente qui est comprise dans le décret lecture publique. Article 2, au sens du présent décret, il faut entendre par éducation permanente toute démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, les voici, environnementaux et économiques, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle. En bref, on désigne par éducation permanente le travail de la culture dans une perspective de transformation sociale. Les éléments clés, il y en a 4 qui entrent dans ce processus, sont la conscientisation, personne ne va s'éduquer tout seul, on le fait beaucoup mieux ensemble. L'émancipation, l'idée de sortir de la place qui nous a été attribuée socialement par l'école, par la religion, par notre sexe. Le passage du pouvoir sur ou de la domination à la puissance d'agir par, c'est-à-dire, pour citer un petit Luc Carton qui n'est pas là, être sujet non plus à l'itinérance, mais être sujet de son propre itinéraire, reprendre la maîtrise de son parcours. Et enfin, 4e élément constitutif d'un processus d'éducation permanente, faire œuvre de transformation sociale et politique. On entend bien qu'on ne fait pas ça dans son coin et pour du beurre, mais qu'on mène un processus jusqu'au bout avec des gens et via les gens qui le mènent à impacter la société dans laquelle on vit. Alors, vous avez des horizons communs et des finalités communes. Il s'agit tout d'abord de la démocratie culturelle, qui est diversément comprise et assumée selon les différents décrets dans lesquels vous avez obtenu une ou plusieurs reconnaissances, et donc c'est-à-dire, par exemple, dans le décret de la lecture publique, on œuvre à la démocratie culturelle au travers du développement des pratiques langagières. Dans le décret des centres de jeunes, c'est via la mise en œuvre d'une action qui vise à favoriser le développement d'une citoyenneté critique active, responsable et solidaire du public jeune qu'on y œuvre. Dans le décret éducation permanente, on encourage la pratique de la critique culturelle, sociale et politique pour émanciper les publics et qu'ils participent. Dans le décret des centres culturels, on vise à augmenter la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des gens. Et le décret centre d'expression et de créativité pratique artistique en amateur s'inscrit aussi dans une perspective d'émancipation sociale et culturelle et favorise l'expression citoyenne. Le dénominateur commun à ces législations, c'est l'éducation permanente, je le disais tout à l'heure, autant comme démarche que comme méthode commune. Alors c'est différemment perçu selon les décrets dans lesquels on se trouve, surtout sur le plan de l'intensité de ce qu'est l'éducation permanente. Si je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de la définition de la lecture publique, si vous allez chercher cette définition qui se trouve effectivement dans tous les décrets, elle n'est pas la même, mais elle est quand même globalement identiquement comprise. Et donc, pour plus ou moins conclure une première partie sur ce socle commun, nous constatons que vous, opérateurs culturels, vous avez un horizon de finalité commune et un socle méthodologique identique pour y travailler. Et ce constat, de base, est là pour vous encourager à regarder les législations les uns des autres et vous comprendre mieux, pour vous y appuyer. Alors concrètement, quel croisement existe déjà peut-être entre vous tous? Évidemment, il en existe, beaucoup même. Mais d'abord, 2 réflexions préalables
de réflexion d'inspecteur. Voilà. Le premier petit os sur lequel je suis tombé en préparant ce croisement des législations, c'est que nulle part le législateur ne définit réellement ce qu'il entend par partenariat, coopération, synergie, travail en réseau, etc. On dirait même parfois qu'il utilise l'un pour l'autre. Et donc il faut reconnaître que les lois et décrets et les arrêtés font usage immodéré de mots et de leur champ lexical, mais qu'ils laissent incertaine l'interprétation que nous pouvons en avoir. Partenariat, coopération, synergie, inscription en réseau et autres ne désignent sans doute donc rien d'autre que l'attente publique que les opérateurs s'arrangent pour ne pas s'ignorer, pour ne pas s'isoler, se parlent, discutent, analysent ensemble, coopèrent finalement, voire deviennent partenaires ou complices d'un système d'action coordonné, concerté, partagé, commun. Voilà. Donc en fait, à défaut de pouvoir proposer une définition univoque de ces notions, j'aurais vraiment aimé le faire, je vous assure, il nous apparaît que le seul chemin d'évaluation possible est de type procédural. Tiens, ne jetez pas de tomates. Et donc nous allons convenir des critères tous ensemble, des critères minimums de ce que c'est un partenariat. On va penser à la co-construction de l'action, à la mise en commun des risques, à la production, à la conclusion et à l'évaluation partagée de l'action qu'on aura menée ensemble pour atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas atteints seul, ou bien qu'on a atteints plus facilement parce qu'on était ensemble. On ne va pas parler de la gradation de l'intensité, et on va regarder au-delà du seuil minimum dont on vient de parler, ce que vous, opérateurs, acteurs de la coopération, entendez concrètement sur le terrain par coopération, par partenariat. Et donc c'est un peu le but de cette journée, évidemment. Le deuxième préalable, c'est que vous avez remarqué, vous le savez, Madame de Rieder et moi, quand nous abordons un opérateur culturel, un dossier culturel, nous avons, avant de savoir peu importe le type de législation dans lequel on va se retrouver, il y a 3 portes d'entrée, tout type de reconnaissance confondue, qui sont incontournables pour nous. On va chercher la présence d'éducation permanente dans vos méthodes et vos actions. On va regarder si vous faites de l'auto-évaluation de votre action, et on va regarder si vous êtes des partenariats. Parce que pour nous, les partenariats, c'est le signe inverse de l'isolement au milieu d'un tissu associatif, parce que c'est un signe de vitalité. Ces 2 remarques étant faites, voici où, concrètement, vous collaborez et vous coopérez déjà. On observe des participations croisées, que ce soit dans les assemblées générales ou les conseils culturels, dans les conseils d'orientation des centres culturels, dans les conseils de développement de la lecture publique. C'est organisé comme ça. Parfois dans les CA, si ce sont des bibliothèques privées, dans les conseils culturels, les conseils jeunes, etc. Au sein de ces instances, les membres associatifs représentent souvent des collègues qui viennent d'un autre type d'opérateur reconnu par un autre dispositif légal et qui peuvent consolider par des représentations croisées un réseau associatif culturel, mais aussi mettre en lumière des enjeux potentiels communs. Il y a des réunions d'instances croisées aussi. Par exemple, j'en reparlerai un petit peu, ou je peux en parler maintenant, mais en lecture publique, le conseil de développement de la lecture publique, qui ressemble un petit peu au conseil jeune en centre de jeunes, qui ressemble un petit peu au conseil culturel ou au comité d'orientation en centre culturel, eh bien, la loi demande qu'on mette dedans des morceaux d'associatifs culturels, d'intégration, des morceaux de lecteurs, des morceaux publics, etc. Eh bien, cette réunion, le conseil de développement de la lecture, pourrait tout à fait prendre place, le décret le prévoit aussi, dans le conseil culturel d'un centre culturel. Si on ne voulait pas faire de la réunionnite aiguë, eh bien, on pourrait prévoir du temps pour matcher les 2. Dans le même style, on pourrait parler du pacte culturel, cette loi qui associe les usagers à la gestion associative et administrative des institutions culturelles, et au décret d'avril de 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels. En dépolitisant les instances, on encourage évidemment la participation citoyenne par la limitation des administrateurs de droit public. On observe donc avec ravissement des complémentarités, voire des substitutions des fonctions. Les nouvelles législations, on l'a dit, élargissent vos horizons d'action et donc encouragent à ça. Par exemple, entre la lecture publique et les centres culturels. Si la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas reconnaître systématiquement un centre culturel sur tout territoire communal, s'il n'existe pas encore, et que par exemple, en revanche, il y a une bibliothèque sur ce territoire, le réseau de lecture publique peut agir quasiment à l'identique d'un centre culturel, en menant une action culturelle d'animation fondée sur des caractéristiques propres aux populations du territoire qu'elle a fort observé à l'avance. Les décrets se ressemblent à ce point-là.
Autre type de possibilité, un centre culturel peut être amené à postuler une reconnaissance supplémentaire. On voit alors 2 types de reconnaissance arriver sur la même ASBL. Un centre culturel qui a un CEC ou une bibliothèque en interne. Et dans le nouveau décret, les centres culturels sont amenés aussi, s'ils le peuvent, c'est une question de premier quinquennat, etc., on peut en parler, postuler à une spécialisation. Et à ce moment-là, on parle de reconnaître de l'éducation permanente, de la lecture publique, du centre de jeunes, de l'expression et de la créativité, en adossement au centre culturel. Autrement et ailleurs, on connaît des centres d'expression et de créativité qui combinent avec une reconnaissance en éducation permanente ou en centre jeune, ou des centres jeunes qui combinent une reconnaissance en école des devoirs ou en centre d'expression et de créativité, et ainsi de suite. Bref, on observe du métissage, du cousinage et des changements de rôle qui sont en cours, des changements ou des substitutions, via des législations qui élargissent donc les horizons d'action. On peut regarder maintenant, secteur par secteur et décret par décret, comment ça se traduit. Le décret éducation permanente n'encourage pas explicitement à la coopération. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on y pense, puisqu'il prévoit cette éventualité, mais quand on y pense, l'éducation permanente, le partenariat, c'est l'ADN. On n'imagine pas qu'une association d'éducation permanente travaille toute seule, quel que soit son axe de reconnaissance, qu'elle vive et qu'elle évolue de façon isolée. C'est impossible de faire de l'éducation permanente tout seul, on l'a dit. On ne peut pas faire de l'éducation sans s'associer à un moment ou à un autre, quels que soient les opérateurs, entre opérateurs d'éducation permanente ou autres. Exemple, dans l'axe 1, où on fait beaucoup d'animations, y compris en partenariat évidemment, et de toute façon, rarement sans avoir préalablement envisagé les choses ensemble avec le partenaire qui va accueillir l'animation en question. Petite remarque, la législation prévoit un mode de comptage des heures communes, admises, quand un partenariat est établi entre 2 associations d'éducation permanente. On parle de 20% du total des heures ou du forfait, et si les 2 boutiques d'éducation permanente qui veulent coopérer le désirent, elles peuvent conventionner la répartition de cette valorisation entre elles. Ça, c'est un petit travail décourageant, mais qui ne met pas à mal l'association, qui pourrait mettre à mal, on en parlera peut-être, le processus de coopération. Par contre, aucune restriction n'est appliquée lorsqu'il s'agit de partenaires extérieurs au secteur de l'éducation permanente. Dans l'axe 2, où on parle de formation, on peut évidemment penser à la coopération, puisqu'on ne va pas goupiller des formations sans répondre à une demande, peut-être co-construite d'un partenaire, par exemple. Dans l'axe 3, où les associations produisent des analyses et des études à la demande d'autres associations d'éducation permanente ou autres, ou de manière à ce qu'elles soient partageables, le travail implique aussi souvent une co-construction de l'intervention. On produit des outils à destination d'autres associations qui en feront la médiation vers des publics pour travailler la citoyenneté, etc. Et enfin, dans l'axe 3.1, qui a été récemment réformé par un arrêté, un nouveau type de réalisation est valorisable qui s'appelle la prestation de services collectifs. C'est assez complexe à mettre sur pied, mais il s'agit vraiment de coopération, là, puisque au moins 2 partenaires doivent faire les choses ensemble, co-construire, faire une ligne de projet, une participation complète avec les publics, et à la sortie du projet, produire des enseignements généraux exploitables. Alors une petite remarque enfin pour conclure le secteur éducation permanente. Le facteur de valorisation des formations, des études, d'analyse comme des heures de partenariat nuance peut-être le constat. L'aspect commercial des choses va peut-être sembler étranger à la notion de partenariat. Ce sera intéressant d'en parler. Attention, ce n'est pas systématique. Les associations peuvent faire du troc entre elles et surtout, il peut avoir du sens au-delà de la commercialisation, au-delà de l'échange monétaire. Alors, en organisation de jeunesse, le décret organise le partenariat au niveau de la reconnaissance des fédérations. Une fédération de centres de jeunes ou une fédération d'organisation de jeunesse sont des organisations de jeunesse qui doivent coordonner les membres et les mettre en réseau. Il s'agit à ce moment-là de partenariats dans le cadre interne, sectoriel, mais le décret prévoit aussi des partenariats externes. Ainsi, des dispositifs particuliers peuvent être octroyés avec moyens supplémentaires à la clé à des organisations de jeunesse qui mèneraient des actions d'animation en collaboration avec les écoles, c'est l'article 21 par exemple, ou entre organisations de jeunesse et centres de jeunes, c'est l'article 31. Dans le décret des centres d'expression et de créativité et des pratiques artistiques en amateur,
La législation invite, comme en lecture publique ou en centre culturel, à pratiquer une exploration du territoire et à fonder son action notamment en partenariat et en lien avec le tissu associatif et les citoyens. Le développement de l'expression citoyenne doit être poursuivi, notamment au travers des partenariats. Des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, d'autres associations ou institutions. Ça, c'est l'article 5. L'article 7 dit que pour être reconnus, les centres d'expression et de créativité doivent favoriser la rencontre des populations, assurant ainsi la mixité en accordant une attention particulière aux populations précarisées, socialement, culturellement ou économiquement. Par rapport à ça, on entend qu'évidemment le levier de la variété associative est idéal, mais vous entendez aussi la ressemblance avec d'autres décrets que vous connaissez. Un dispositif particulier aussi encourage les centres d'expression et de créativité au partenariat, c'est le service d'appui socio-artistique. Il s'agit de mettre à disposition des animateurs, des ressources, des conseils, du développement de projets et de l'accompagnement au bénéfice d'autres opérateurs culturels et associatifs. Et enfin, ce même décret favorise le partenariat au travers de l'organisation des CEC et des pratiques artistiques en fédération. En lecture publique, on parle déjà par défaut à la base de réseau. Article 3, les opérateurs reconnus en vertu du présent décret forment collectivement un réseau public de lecture. Les opérateurs directs remplissent des missions directement au service de la population, ce sont les bibliothèques de votre quartier, et les opérateurs d'appui remplissent des missions au profit des opérateurs directs de l'ensemble des réseaux publics de la lecture. Ça, c'est un peu le centre culturel régional des bibliothèques. D'ailleurs, nous sommes ici à la province, chez un opérateur d'appui des opérateurs directs. Alors, oui, je l'ai dit tout à l'heure, un conseil de développement de la lecture peut être intégré à un conseil culturel. Les opérateurs directs en lecture publique, ils sont invités à établir entre eux des partenariats avec conventions pour permettre la réalisation des actions utiles à l'organisation du réseau public de la lecture en communauté française. Je parle des opérateurs d'appui, en fait, non ? Je parle. Non. On va d'abord parler des opérateurs d'appui, puisque j'ai sauté une ligne, excusez-moi. Et donc, on parle ici, logiquement, de partenariat entre opérateurs de lecture publique. Mais dans l'article 11, à propos de ce que doit contenir le plan quinquennal de développement des opérateurs d'appui, on prévoit notamment une coopération avec et entre des opérateurs et organismes différents. Les opérateurs directs, évidemment, les bibliothèques dont on a parlé, les opérateurs reconnus dans le cadre des politiques culturelles de la communauté française, vous tous, des organismes reconnus ou actifs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l'insertion sociale, l'alphabétisation et la formation continuée, et des établissements d'enseignement. On retourne chez l'opérateur direct pour voir qu'eux aussi sont invités à nouer des partenariats par le décret avec les autres opérateurs culturels reconnus et l'enseignement, et à conventionner de nouveau pour que ce soit solide, ces partenariats. Le plan implique donc je vous lis l'article 10, le plan de développement implique une concertation des différents organismes reconnus dans le cadre des politiques culturelles de la communauté française sur les enjeux de la politique culturelle communale ou supracommunale du territoire où l'action est déployée. Il prend aussi en considération les actions d'organismes reconnus ou actifs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l'insertion sociale, l'alphabétisation et la formation continuée. En centre de jeunes maintenant, le partenariat est encouragé dans le décret à plusieurs endroits, que ce soit pour les maisons de jeunes, qui sont invitées à favoriser l'ancrage et la participation de leur public jeune à la vie associative de leur territoire d'implantation, et à organiser chaque année une rencontre entre les jeunes et l'associatif de leur territoire. Que ce soit pour les centres de rencontres et d'hébergement, qui doivent coopérer avec les équipes qui encadrent les jeunes qu'ils accueillent, et s'inscrire autant que faire se peut dans le tissu associatif local. Ou que ce soit pour les centres d'information jeunes, dont le travail est notamment d'aider les jeunes à appréhender de manière critique leur existence et donc leur environnement, et qui, pour rencontrer leur public cible, doivent concevoir leur action de diffusion en lien avec leur zone d'action, et donc se positionner comme des partenaires mobilisables auprès d'autres opérateurs socioculturels ou d'enseignement. Un dispositif particulier en plus pour les centres d'information et de jeunesse les encourage à faire une programmation de coopération avec les partenaires associatifs. Et enfin, tous les centres de jeunes, quel que soit le type de centre de jeunes en question, peuvent aller chercher de la subvention extraordinaire dans une circulaire au soutien projet jeune qui oblige et valorise les partenariats. On doit les mettre en lumière quand on postule
là-dedans. Voilà. En centre culturel, le nouveau décret invite les centres culturels à se positionner en pivot associatif. Que ce soit dans l'analyse partagée, qui est le début du processus dans lequel les centres culturels doivent rentrer, jusque dans la fabrication de l'action et dans l'évaluation de celle-ci. Article 2, les centres culturels. L'action des centres culturels cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception, à la conduite du projet d'action culturelle de moyen et long terme, et s'inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux et sectoriels. Alors, les centres culturels peuvent aussi postuler en action culturelle spécialisée, j'en touchais un mot tout à l'heure. Article 12, outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer une ou plusieurs actions culturelles spécialisées. Ces actions culturelles peuvent être proposées en coopération avec un ou plusieurs centres culturels, un ou plusieurs opérateurs culturels relevant des secteurs de l'architecture, des arts, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres et du livre, du patrimoine culturel ou de tout autre domaine culturel ou associatif. Ou bien en coopération avec un ou plusieurs opérateurs actifs dans le développement local ou régional, et ce, peu importe où le siège social se trouve. Alors, le législateur va jusqu'à demander, comme en lecture publique, de concrètement décrire les partenariats dans la fabrication du plan d'action culturelle. Enfin, les centres culturels, voilà, peuvent travailler à la coopération et c'est valorisable entre eux. Les centres culturels, article 49. Les centres culturels qui sollicitent la reconnaissance de leur action culturelle ou dont l'action culturelle est reconnue peuvent solliciter la reconnaissance d'une coopération entre au moins 3 d'entre eux. Alors, on parle aussi à l'article 11 d'intensifier l'action culturelle pour un centre culturel qui intensifierait son action de base. À ce moment-là, on parle conjointement ou avec un ou plusieurs autres centres culturels, intensifier son action culturelle, notamment par l'ampleur du projet d'action culturelle, l'approfondissement et la participation des populations, ou la diversification et la consolidation des actions et des partenariats avec les opérateurs culturels sur un territoire de projet. Voilà, tout le monde est amené à coopérer, que ce soit les associations d'éducation permanente qui portent l'ADN de la co-construction, de la production de projets, et dont le cœur de métier est en fait le fil rouge de ces décrets. En organisation de jeunesse, où le partenariat est inscrit naturellement dans la reconnaissance des fédérations, et la coopération est encouragée par les dispositifs particuliers facultatifs, il est vrai. Les différents types de centres de jeunes sont légalement encouragés au partenariat et par nature portés à le faire. Les centres culturels, les réseaux de lecture publique, de bibliothèques et les centres d'expression et de créativité sont légalement contraints à la coopération ou au partenariat. Et donc voilà, est-ce que sachant tout cela, vous avez repéré des voisins intéressants, et si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que vos horizons de voisinage associatif se sont-ils un peu élargis ? À vous de jouer, c'est ce que Brigitte de Rieder avait dit que nous devions mettre comme conclusion. À vous de jouer. Merci pour votre attention et explorons tout ça ensemble, n'est-ce pas ? Pendant que vous réfléchissez, j'en pose une. Est-ce que la logique de coopération n'est pas quelque part en tension forte avec la logique de programmation et de plan quinquennal, etc. La coopération, c'est aussi la découverte du voisin, l'improvisation. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là-bas une tension interne aux législations et comment peut-on la vivre ? Ça pourrait avoir l'air vrai, mais je ne le crois pas, dans la mesure où, d'abord, les législations qui ont évolué récemment vont aller vers plus de souplesse, et je pense qu'en centre de jeunes, ça évoluera là-dessus aussi. On travaille par exemple à un canevas pour les nouveaux plans quadriennaux qui va dans ce sens, vers un plan quadriennal va être moins dire ce que je fais pendant 4 années et je m'y tiens, que de dire quelle direction je prends. Ou un plan quinquennal en centre culturel. Et dans la mesure où on dit qu'on prend des directions, qu'on a des intentions de partenariat, ou qu'on va travailler ensemble, qu'on dit on travaille déjà ensemble et qu'on va évaluer la façon dont on travaille ensemble, eh bien il y a place pour ça, il me semble. Et il y a même place pour une valorisation forte de ça, puisqu'effectivement à ce moment-là,
on parle de travailler ensemble sans définir le contenu. Et qu'à ce moment-là, on se centre plus sur le procédé de travail, sur la méthodologie, sur le fait de travailler ensemble. Donc non, j'ai l'impression que ça encourage plutôt. Bonne nouvelle. Bon, est-ce que ce petit intermède a donné l'occasion à tel ou tel de réfléchir cette fois à une question? Bonjour, je m'appelle Marilène Toussaint et je suis directrice d'action culturelle, centre culturel régional de Namur. Alors ma question, elle est un peu... voilà, elle est celle-ci. Est-ce que la coopération, c'est un miroir aux alouettes ou une réalité? Quelles en sont les contraintes, les effets et peut-être ce qui permet en tout cas de la favoriser? Voilà, je l'ai dit d'entrée de jeu, hein, on n'a pas de définition de ce qu'est la coopération très clairement, à part une espèce de minimum de critères de ce que c'est. Un miroir aux alouettes, je ne crois pas, parce que c'est sans doute une des marges de manœuvre qui va rester dans des temps difficiles notamment aux opérateurs culturels pour évoluer, pour augmenter leur possible. Ça, c'est à brûle pour point ce que j'ai envie de dire. Comment elle est valorisable? Il y a des endroits où elle est clairement valorisable dans les textes. Ce qu'on peut en attendre, ma foi, c'est ce qu'on va définir au début du partenariat ou de la coopération quand on va pactiser, je dirais. Hein. Et je trouve ça pas mal que le législateur n'aille pas jusqu'à dire ce qu'on en attend. Le législateur se borne à dire j'attends que vous coopériez, j'aimerais que vous coopériez, j'aimerais que vous ayez des partenariats parce que j'ai pas envie que vous soyez isolés et parce que je sais, j'ai l'intuition que ça vous fera du bien et que vous travaillerez sans doute mieux. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça, on va en parler peut-être plus avec Marc, mais un partenariat, évidemment, une coopération réussie, on peut imaginer qu'on ait défini ensemble ce qu'on veut obtenir à la fin du partenariat. Et donc ça, je n'ai pas envie de dire ce que ça doit contenir, puisque je pense que c'est aux opérateurs qui vont coopérer ensemble de définir leur... C'est un peu de la langue de bois, j'ai l'impression, mais voilà. Marie Bakken, Centre culturel régional de Dinan, mais je réagis également en qualité de membre de la commission des centres culturels. La première réaction, elle a trait au propos du député provincial, M. Van Espen, tout à l'heure, quand il me citait dans un entretien privé tout à l'heure. Je disais en effet comment développer davantage de coopération. C'était bien sûr dans le cadre budgétaire que nous ne connaîtrons pas dans les prochaines années. On a dit qu'on ne l'abordait pas, donc je ne le développe pas, mais c'est bien sûr il fait uniquement... partie du contexte de notre rencontre. Oui, bien entendu. Mais je voulais préciser que de la coopération, en effet, on pouvait en faire davantage, mais il faut aussi, bien sûr, les moyens pour y parvenir. Ma réaction, elle vient en question de la question de Jean en réaction du propos de Jean Blairon. Est-ce que la coopération n'est pas affaire de spontanéité et doit-elle s'inscrire dans la durée? Je pense que le décret sur les centres culturels, tout d'abord, il a fixé une règle qui est dorénavant commune à l'ensemble des 115 structures qui existent, à savoir que tout le monde, avant de coopérer, de se spécialiser, d'intensifier quoi que ce soit, il doit préalablement répondre à l'action culturelle générale de base. Et donc, ça permet aujourd'hui de considérer que tout le monde a un métier commun. Ce métier commun, c'est d'être généraliste. Alors, il était un temps où on disait généraliste de tout, donc généraliste de rien. On a tendance aujourd'hui à considérer qu'être généraliste, c'est devenir un spécialiste de quelque chose. Dans le domaine médical, d'ailleurs, ça s'affirme au travers des honoraires que peuvent réclamer les généralistes. Et donc, je réponds doublement à l'interrogation qui est posée. Je pense d'une part, en effet, qu'il faut impérativement qu'au travers des partenariats, des coopérations que nous développions, nous laissions place à la spontanéité, à des projets qui vont naître à tout moment et qui justifieront que nous pourrions nous associer. Mais il est vrai également que si nous développons sur le long terme des coopérations avec au minimum 2 autres partenaires, qu'ils soient centres culturels ou autres structures, il est intéressant de savoir qu'on puisse les inscrire dans la durée d'un contrat-programme, et ce, afin de réfléchir au sens partagé que l'on donne d'une part à cette coopération, mais aussi comment elle s'inscrit dans l'action culturelle de chacun d'entre nous, action culturelle de base, comme étant un renforcement de ce que l'on offre
à son territoire d'implantation ou à son territoire de projet. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue à l'une ou l'autre situation, que les deux doivent exister, et que la particularité du nouveau décret sur les centres culturels, c'est justement de pouvoir non pas s'imposer des choses à faire pour bénéficier de moyens supplémentaires, mais de les choisir au travers d'une réflexion non seulement au sein d'une équipe, au sein d'une structure, d'une ASBL, mais réflexion partagée avec le tissu associatif, avec les populations et les publics. Donc je pense en effet qu'il n'y a pas de grille à définir préalablement et que la spontanéité des choses doit permettre de répondre aux éléments qui naissent à tout moment, d'idées, de nouvelles choses, mais que par ailleurs, sur des éléments de fond, des lames de fond qui permettent de renforcer l'action de base, il est intéressant qu'elles soient de long terme. Merci Marc, c'est très vrai. Hein. Ce que tu dis, quand je le perçois comme ça, je me dis, donne du confort aux opérateurs aussi, hein, de pouvoir travailler dans la spontanéité, de se dire, voilà, on peut inscrire un partenariat, mais ne pas dire ce qu'il contiendra, ou, voilà, ou bien intégrer en cours de route un partenariat nouveau qui n'était pas prévu dans notre plan, quoi. Voilà. Bonjour, Sophie Laurent, musée Félicia Robs. J'ai simplement remarqué que le décret des musées qui organise la reconnaissance des musées n'a pas été évoqué dans votre présentation et ma question est toute simple. Pourquoi ? C'est un des registres dans lesquels je ne suis pas invité à travailler. Voilà. Et nous avons une référente maison qui n'est pas là, donc voilà, c'est pour ça. Je vous présente mes excuses. Mais alors, je vais vous renvoyer la question. Est-ce que vous êtes reconnu dans le socle commun qui a été présenté par Raphaël et dans l'horizon qu'il a défini, la démocratie culturelle ? En tout cas, dans les partenariats, oui, ils sont largement favorisés, encouragés, sans qu'il y ait de notion, si ma mémoire est bonne, de contrainte, contrairement à certains décrets que vous avez évoqués. Voilà, donc la reconnaissance des musées est organisée suivant 4 piliers muséaux que chaque musée doit rencontrer. Et il y a effectivement dans la mission de diffusion cette notion de collaboration, coopération qui est très importante et qui rejoint des éléments de l'éducation permanente, oui, en effet. Voilà, donc peut-être qu'il y en a dans la salle. L'autre oublié législatif de mon exposé, ce sont les arts de la scène, évidemment, hein, qui sont aussi effectivement des dynamiques plus programmatiques et sur lesquelles l'inspection n'intervient pas de la même façon dans l'accompagnement, mais effectivement, voilà, vous êtes là, quoi. Encore mille excuses. Et eux sont dans la démocratie culturelle aussi, je suppose. J'espère. Annick Duchesne, j'ai la culture en charge comme présidente de CPS. Et donc, je voulais justement revenir sur ce que Marc vient de dire. Au niveau des collaborations, c'est vrai que ça doit se faire spontanément. Et c'est vrai qu'au niveau politique, on a tendance à essayer de rechercher par quels moyens on peut subsidier et recevoir de l'argent pour pouvoir pérenniser une action culturelle sur le territoire de sa commune. Et je pense qu'il faudrait attirer l'attention des politiques justement à ce que cette collaboration ne soit pas imposée, mais bien réfléchie et spontanée. L'idée n'est pas, quand on fait un partenariat, d'aller chercher une action culturelle gratuite à valoriser dans son propre dossier de justification. C'est pas de ça qu'on parle, évidemment. Hein. Voilà. On parle évidemment de fabriquer des choses ensemble et de pouvoir les valoriser. Et donc, oui, la question en dessous de la question un peu piège, c'est ça, je pense. Hein, mais on va aller... Vous êtes encouragés, chaleureusement encouragés à travailler ensemble, si vous le pouvez, si vous en avez envie et si ça a du sens. Voilà. Et effectivement, on ne vous cherchera pas des poux dans la tête à ce moment-là pour dire « mais enfin, vous valorisez l'action de l'autre ». Maintenant, si la question est de justifier de ça convenablement, et c'est un inspecteur qui vous le dit, c'est toujours que plus vous expliquerez les choses, et mieux ce sera. Mais donc, ça veut dire qu'aussi pour vous, c'est intéressant de pouvoir convenablement expliquer ce que vous faites quand vous coopérez, quand vous vous partenarisez. Merci bien. Voilà, donc nous allons passer au deuxième exposé. De fait, nous ne pouvons pas parler du sens de l'action sans évoquer la question de son enjeu. Alors, Raphaël a bien mis en lumière un socle commun, celui des droits de l'homme, des droits culturels et de l'éducation populaire, et a désigné à partir de ce socle un horizon commun qu'il a spécifié comme étant celui de la démocratie culturelle.
Alors, la mise en lumière de la démocratie culturelle, soit, si mes souvenirs sont bons, le droit pour chaque groupe de développer sa propre culture et de pouvoir confronter ses productions au regard d'autres groupes dans un espace public, touche effectivement à la question de l'enjeu, mais dans une société qui a peut-être énormément changé par rapport à celle où Marcel Ichter avait défini ainsi la démocratie culturelle. Alors, Monsieur Mascalque, est-ce que vous pouvez voir une convergence entre cette orientation de démocratie culturelle et la question des droits culturels? Que pouvons-nous entendre par ce terme droit culturel? Et pensez-vous que, effectivement, la coopération est un dispositif qui peut rendre effectifs ces droits culturels? Le programme de recherche dans lequel vous êtes engagé vous rend attentif, je cite votre site, aux communautés d'apprentissage susceptibles de multiplier les formes d'expérimentation sociale. Est-ce là pour vous la définition de la coopération et des partenariats? Nous sommes heureux d'entendre votre réponse.